Mon ex était meilleur en tout point. Je me suis contenté de toi et je le regrette chaque jour. Elle a dit ça pendant une dispute. Je n'ai rien dit, j'ai fini de faire la vaisselle, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, elle s'est réveillée pour découvrir un placard vide et mes clés sur la table. Elle a appelé 47 fois. Je n'ai jamais répondu. La plus grande erreur qu'un homme puisse faire est de subventionner son propre manque de respect. Je ne le voyais pas de cette façon à l'époque. Bien sûr, je pensais être un bon partenaire traditionnel. Quand Chloé et moi sortions ensemble depuis 8 mois, elle a fait face à de graves difficultés financières. Elle vivait dans un magnifique appartement de 2 chambres, hors de prix, en centre-ville, et son entreprise de graphisme en freelance était en train de couler. Le stress la dévorait vivante. Alors, j'ai fait le choix logique et solidaire. J'ai quitté mon appartement moins cher, j'ai emménagé avec elle, et j'ai discrètement pris en charge la plus grosse partie des frais. C'était son nom sur le bail, mais c'était mon salaire qui payait les factures. Je payais le loyer de 2400. Je payais Internet pour qu'elle puisse travailler. Je payais l'électricité, l'eau, et je couvrais généralement les courses. Ma mentalité était simple, je gagnais bien ma vie en tant que chef de projet et je voulais lui enlever cette pression pour qu'elle puisse reconstruire sa carrière et sa santé mentale. Mais la gratitude a une durée de vie très courte. Une fois la menace d'expulsion écartée, elle n'a pas utilisé cette nouvelle tranquillité d'esprit pour se démener. Elle l'a utilisée pour s'ennuyer. Notre dynamique s'est rapidement installée dans une routine toxique. J'étais l'ancre. Elle était la tempête. Je travaillais 50 heures par semaine, je rentrais à la maison, je préparais le dîner et je m'occupais des tâches ménagères, car elle était toujours, créativement épuisée. Mais au lieu d'apprécier la stabilité que je lui offrais, elle a commencé à m'en vouloir pour ça. Ma fiabilité est devenue prévisible. Ma nature responsable est devenue étouffante. Et c'est là que le fantôme a emménagé. Il s'appelait Brad. C'était son ex-petit ami, un gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant moi. D'après ce qu'elle m'avait dit au début, Brad était un barman follement impulsif, qui pensait que la planification financière consistait à acheter des tickets à gratter. Leur relation avait été un cauchemar instable et toxique, fait de disputes hurlantes, de jalousie et, finalement, de trahison. Mais dans la nouvelle réalité confortable et sans loyer de Chloé, Brad a été soudainement idéalisé, transformé en un symbole de passion perdue. Elle a commencé à utiliser son souvenir comme une arme contre moi, de la plus petite et insidieuse des manières. Elle l'utilisait comme un étalon fantôme pour mesurer mes prétendues faiblesses. Si je suggérais de rester à la maison un vendredi soir pour décompresser après une semaine épuisante au bureau, elle levait les yeux au ciel, laissant échapper un long soupir théâtral. Brad, lui, m'attrapait et on partait en ville pour des concerts à minuit. Lui, il savait vraiment comment vivre. Si je passais mon samedi matin sous l'évier de la salle de bain à réparer une fuite au lieu de la divertir, elle s'adossait à l'encadrement de la porte, sirotant le café cher que j'avais acheté, et murmurait ses critiques. C'est juste que... Tu es tellement casanier. Brad ne saurait pas réparer un évier pour sauver sa vie, mais au moins, il avait un pouls. Avec toi, tout est si sûr. Je n'ai jamais mordu à l'hameçon. Je m'essuyais simplement les mains, je rangeais les outils et je continuais ma journée. Je pensais que mon stoïcisme prouvait ma maturité. Je pensais que refuser de m'engager dans ces drames mesquins et fabriqués faisait de moi le plus grand. Je ne réalisais pas que je lui donnais simplement la permission d'aiguiser ses couteaux pour l'exécution. C'était un mardi soir, le genre de fatigue éreintante, profonde, où tout ce que vous voulez, c'est une douche chaude et le silence. Je venais de passer la porte après un sprint brutal de 10 heures de réunions consécutives. Ma tête me lançait, mais en entrant dans la cuisine, j'ai vu que l'évier était rempli d'assiettes, de tasses encroûtées et d'un pancake dans de la sauce pour pâtes séchées, vestige du déjeuner tardif qu'elle s'était préparé. Chloé était postée sur le canapé du salon, les jambes drapées sur la coudoir, les pouces défilant sans relâche sur son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Salut », ai-je dit en desserrant ma cravate et en posant ma mallette. « Tu as oublié le lait d'amande », a-t-elle dit, la voix plate, les yeux toujours rivés sur son écran. « Je t'ai envoyé un texto. » J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il y avait un texto envoyé il y a 20 minutes, alors que j'étais déjà coincé dans les embouteillages sur l'autoroute. Désolé, je ne l'ai vu que maintenant. Je peux en prendre demain.
J'ai retroussé mes manches, ouvert le robinet et attrapé l'éponge. L'eau chaude a touché mes mains froides et j'ai laissé échapper une lente expiration, essayant simplement de laver la journée. Demain, ça ne m'aide pas pour demain matin, n'est-ce pas? A-t-elle lancé sèchement. J'ai entendu le bruit sourd de son téléphone heurtant la table basse. Ses pieds nus ont claqué contre le parquet alors qu'elle marchait d'un pas décidé vers la cuisine, s'appuyant contre le comptoir, rayonnant d'hostilité. C'est une simple demande, mais je suppose que s'attendre à ce que tu sois prévenant, c'est trop demander. Je me suis concentré sur la poêle. Frotter, rincer, répéter. Chloé, c'est du lait d'amande. Ce n'est pas grave. J'irai en chercher avant le travail si c'est si important pour toi. Il ne s'agit pas du lait. A-t-elle crié, sa voix résonnant sur le carrelage. Il s'agit du fait que tu ne fais jamais attention. Tu es juste en pilote automatique. Réveil, travail, retour à la maison, vaisselle, dodo. Tu es comme un robot. Je fais des heures supplémentaires pour qu'on puisse se permettre cet endroit, ai-je dit, ma voix délibérément basse et mesurée. L'eau chaude cascadait sur une assiette en céramique, la vapeur s'élevant dans l'air frais de la cuisine. J'essaie juste de faire en sorte que tout tourne. Mon calme jetait de l'huile sur son feu. Elle voulait que je craque. Elle avait besoin que je sois le méchant pour pouvoir se sentir justifié dans son ressentiment. Oh, c'est vrai, le grand pourvoyeur, s'est-elle moquée en levant les bras en l'air. Tu penses que payer quelques factures fait de toi une sorte de héros? Tu penses que ça compense le fait que tu as zéro personnalité, zéro passion? Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé une éponge savonneuse et j'ai commencé à frotter le bord d'une tasse à café. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant, seulement rythmé par le couinement régulier de l'éponge sur la céramique humide. Elle s'est approchée, le visage rouge de colère. Elle avait besoin de me briser. Elle avait besoin de me voir saigner. Elle a croisé les bras, ses yeux se plissant alors qu'elle portait le coup de grâce. Brad était meilleur en tout point, a-t-elle ricané, sa voix tombant à un ton vicieux et venimeux. Je me suis contenté de toi, et je le regrette chaque jour. Les mots flottaient dans l'air, lourds et toxiques. Elle se tenait là, la poitrine haletante, attendant l'explosion. Elle se préparait à ce que je fracasse la tasse, que je lui hurle dessus, que je lui donne enfin la dispute chaotique et dramatique dont elle avait envie. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. La douleur lancinante dans ma tête a disparu, remplacée par une clarté cristalline et glaciale. Je ne l'ai pas regardée. J'ai rincé la tasse, regardant la mousse s'enrouler dans le siphon. Je l'ai posée doucement sur l'égouttoir. J'ai tendu la main et j'ai fermé le robinet. Le silence soudain dans la cuisine était absolu. J'ai pris une serviette et je me suis séché les mains méticuleusement, doigt par doigt. J'ai plié la serviette et je l'ai posée à plat sur le comptoir. Puis je suis passé devant elle. Je ne l'ai pas regardée dans les yeux. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai tendu le bras, j'ai abaissé l'interrupteur de la cuisine, plongeant son côté de la pièce dans l'obscurité, et j'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond. Je m'attendais à sentir la piqûre du chagrin d'amour. Je m'attendais à ce que la colère finisse par déborder, exigeant une sorte de châtiment ou une dispute. Mais il n'y avait rien, juste un vaste espace froid et vide là où se trouvait autrefois mon attachement pour elle. Le manque de respect n'était pas seulement un signal d'alarme. C'était terminal. Elle est venue se coucher 1 heure plus tard. Elle n'a pas essayé de me toucher ou de me parler. Elle a juste secoué agressivement ses oreillers et s'est retournée, dégageant une satisfaction suffisante et silencieuse. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que mon silence signifiait que j'avais absorbé le coup, accepté ma place d'homme inférieur, et que demain, je m'excuserais probablement juste pour maintenir la paix et apaiser la tension. En 20 minutes, sa respiration s'est régularisée en un rythme profond et lourd. Elle dormait profondément. Je me suis glissé hors des couvertures. Je n'ai allumé aucune lumière. Je n'en avais pas besoin. J'ai sorti mon sac de sport et une valise de taille moyenne du fond du placard. Me déplaçant avec la précision méthodique et silencieuse d'un fantôme, j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai pris seulement ce qui était fondamentalement à moi. Mes costumes, mes vêtements décontractés, mon ordinateur portable, mes documents et mes articles de toilette. J'ai laissé la machine à expresso chère que je lui avais achetée.
J'ai laissé la télévision. J'ai laissé les lampes de créateur. Ces choses n'étaient que des artefacts d'une civilisation disparue. Je n'en voulais pas. Quand mes sacs ont été fermés, je me suis assis sur le bord du fauteuil du salon. La seule lumière dans la pièce provenait de la lueur stérile et vive de l'écran de mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. D'abord, je suis allé sur le portail de la société de gestion de son immeuble. J'ai cliqué sur les options de paiement, sélectionné mon compte courant lié et cliqué sur « Supprimer ». Le paiement automatique pour le loyer mensuel de 2004 cents a disparu. Ensuite, je suis allé sur l'application du fournisseur d'accès Internet, j'ai cliqué sur « Annuler le service » avec effet immédiat. Enfin, les comptes de service public. Je ne pouvais pas les fermer puisque le bail était à son nom, mais j'ai supprimé ma carte de crédit des profils de facturation récurrente. En quelques pressions du pouce, j'ai sectionné chirurgicalement le cordon financier qui la maintenait en vie. Elle vivait officiellement à nouveau à ses propres frais. Il était 3h14 du matin. J'ai porté mes sacs jusqu'à la porte d'entrée et les ai posés doucement. Je suis entré dans la cuisine une dernière fois. Le clair de lune se déversait sur les comptoirs, effleurant le bord de l'égouttoir. La tasse à café que j'avais méticuleusement lavée était exactement là où je l'avais laissée. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti la lourde clé en laiton de l'appartement et je l'ai posée délicatement sur la table en bois. Elle a produit un doux cliquetis final. Je suis sorti, j'ai tiré la porte derrière moi jusqu'à ce que le peine dormant s'enclenche, et je suis sorti dans l'air vif et glacial du matin. Le poids suffocant qui m'écrasait la poitrine depuis un an avait instantanément disparu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai commandé un VTC pour un hôtel, et j'ai disparu. Le soleil commençait à peine à poindre sur la ligne d'horizon de la ville quand je me suis assis dans une banquette d'un café de quartier à 5 km de là. La serveuse m'a versé un café noir, laissant une petite tasse en céramique sur la table en formica ébréchée. Le café sentait le gras de bacon et les sols javelisés. Un contraste vif et terre à accent grave terre avec l'appartement rempli de tension et parfumé à la lavande que je venais d'abandonner. J'ai pris une longue gorgée de café. Il était amer et brûlé, et c'était la meilleure chose que j'ai goûtée depuis un an. À exactement 8h15 du matin, mon téléphone, posé face vers le haut à côté de mon assiette, a vibré. L'écran s'est illuminé avec son nom, Chloé. Je l'ai regardé vibrer jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, il a vibré à nouveau. Puis encore. Je ne l'ai pas mis en silencieux. Je suis juste resté là, à manger mes œufs et à regarder la manifestation physique de sa prise de conscience illuminer l'écran. Au moment où j'ai payé l'addition et suis retourné à ma chambre d'hôtel, il y avait 47 appels manqués. Je me suis assis sur le bord du lit de l'hôtel et j'ai tapé sur l'icône de la messagerie vocale. Je ne me sentais pas anxieux. Je me sentais comme un technicien analysant des données. Je les ai écoutés dans l'ordre. Message vocal 1. 8h20 du matin. Sa voix dégoulinait de cette irritation familière et agaçante. Où es-tu? Tu fais sérieusement une crise pour une dispute? Tu n'as même pas fait le café. Grandis un peu, Marc, et ramène-moi un latte glacé quand tu rentreras. J'ai du travail. Elle pensait encore détenir le pouvoir. Elle pensait que je prenais juste l'air pour me calmer. Complètement dressée à revenir avec sa boisson matinale en guise d'excuse pour son manque de respect. J'ai sauté au milieu de la liste. Message vocal 15. 9h45 du matin. L'irritation avait disparu, remplacée par une confusion tendue et haletante. Marc, ton placard est complètement vide. Tes sacs ont disparu. C'est quoi ça? Ce n'est pas drôle. Si c'est une sorte de leçon, j'ai compris. Ok, arrête de jouer et rappelle-moi. J'ai fait défiler plus bas, laissant à la réalité de sa situation financière le temps de la frapper. Message vocal 28. 11h30 du matin. La panique s'était complètement installée. Sa voix était stridente, résonnant contre les murs vides de son appartement. As-tu annulé le Wi-Fi? Je ne peux pas accéder à mon portail client et je viens de vérifier l'application de gestion de l'immeuble. Le paiement automatique du loyer a disparu. La carte est supprimée. Marc, le loyer est dû dans 4 jours. Tu ne peux pas me laisser avec ça. Réponds à ce putain de téléphone. J'ai laissé la voix automatisée me guider jusqu'au tout dernier message.
Message vocal 47. 15h15. Elle pleurait. Pas les jolis pleurs manipulateurs qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait, mais des sanglots laids, saccadés, à en hyperventiler. S'il te plaît, Marc, s'il te plaît, décroche. Je ne le pensais pas. Je jure devant Dieu, je ne pensais pas ce que j'ai dit sur Brad. J'étais juste en colère. J'essayais juste de te faire réagir. Je suis tellement désolé. Je ne peux pas me permettre cet endroit. J'ai 200 dans mon compte courant. S'il te plaît, dis-moi que tu reviens. S'il te plaît. L'enregistrement s'est terminé, laissant un silence brutal et lourd dans la chambre d'hôtel. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié. Elle ne s'était pas excusée d'avoir brisé mon cœur. Elle s'excusait parce que le filet de sécurité qu'elle avait passé 1 an à couper avec un couteau avait finalement cédé. Je ne lui manquais pas. Le Wi-Fi lui manquait. L'argent du loyer lui manquait. Le service de ménage lui manquait. J'ai calmement supprimé tout le fil de messages vocaux. J'ai ouvert sa fiche de contact, j'ai tapé sur « Bloquer l'appelant » et j'ai jeté le téléphone sur le matelas. J'ai attrapé mon ordinateur portable, ouvert un nouvel onglet et commencé à chercher un nouvel appartement plus près de mon bureau. L'extraction était terminée. 6 mois, c'est une éternité quand on va de l'avant, mais c'est juste un clin d'œil quand on recule. J'ai passé ces mois à construire. J'ai obtenu une promotion au poste de chef de projet senior, j'ai emménagé dans un loft d'une chambre, élégant et calme, que j'aimais vraiment, et je passais mes soirées à la salle de sport au lieu de marcher sur des œufs autour d'un bambin adulte et lunatique. Ma vie était prévisible, oui, mais c'était une prévisibilité riche et paisible. Puis l'email est arrivé. Il a contourné mes contacts bloqués car elle avait créé une toute nouvelle adresse email, stérile, juste pour l'envoyer. L'objet était « S'il te plaît, lis juste ça ». Je ne lui devais pas mon temps, mais je l'ai ouvert en buvant mon café du matin. C'était un mur de texte massif et frénétique. Ça ne commençait pas par des excuses. Ça commençait par une confession. Sans mes revenus, elle ne pouvait pas couvrir ne serait-ce qu'une fraction du loyer et des frais de retard accumulés. Lorsque l'avis d'expulsion a finalement été scotché à sa porte, elle a paniqué et a fait exactement ce qu'elle avait menacé de faire. Elle a appelé Brad. Elle a cherché l'étincelle. Son email détaillait son propre enfer personnel. Brad, l'homme qui savait vraiment comment vivre, n'avait même pas d'appartement à lui. Il squattait les canapés de ses amis, mais il l'a volontiers convaincu de vendre le reste de ses meubles et de s'installer avec lui dans un motel long séjour pendant qu'il trouvait une solution. En moins de 2 mois, il avait vidé les quelques centaines qu'elle avait gagnées en vendant la machine à expresso chère que je lui avais achetée. Puis, fidèle à sa nature passionnée et impulsive, il a disparu. Il a vidé son portefeuille pendant qu'elle dormait et s'est enfui avec une barmaid de 21 ans, laissant Chloé avec des cartes de crédit au maximum et une facture de motel impayée. Tu avais raison, écrivait-elle vers la fin, le désespoir suintant littéralement de l'écran. Surtout. Il m'a ruiné, Marc. Je dors dans le sous-sol non fini de ma sœur. J'ai aliéné tous mes amis parce que je n'arrêtais pas de pleurer sur l'erreur que j'ai commise. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et j'ai tout gâché pour un fantasme. S'il te plaît, je veux juste entendre ta voix. J'ai fini mon café. Je n'ai pas ressenti une vague de satisfaction triomphante. Je n'ai pas ressenti l'envie de jubiler. J'ai juste ressenti une légère pitié passagère. Le genre que l'on ressent quand on voit quelqu'un faire tomber sa glace sur le trottoir. J'ai cliqué sur l'icône de la corbeille, supprimé définitivement l'email et je me suis dirigé vers la salle de sport. C'est arrivé 2 mois plus tard. Je sortais d'un café haut de gamme à un demi-pâté de maison de mon cabinet, un café glacé dans une main et ma mallette dans l'autre. Le soleil était éclatant et je me préparais mentalement pour une réunion de stratégie à 14h. Marc. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Debout près de la balustrade de la terrasse, il y avait Chloé. La transformation physique était saisissante. La femme brillante et arrogante qui se prélassait sur mon canapé en critiquant mon ambition avait complètement disparu. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné et mal lavé. Elle portait un pull délavé et trop grand, et les cernes sous ses yeux la faisaient paraître 10 ans de plus. Elle avait l'air complètement brisée. Elle s'est mise sur mon chemin, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait la lanière d'un sac à main bon marché.
Je savais que ton bureau était par ici. Je suis assise sur ce banc à chaque heure de déjeuner depuis une semaine, en espérant te voir. Je l'ai regardé, mon visage complètement neutre. Bonjour, Chloé. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Le ton calme et imperturbable de ma voix semblait briser le peu de sang-froid qui lui restait. Tu es magnifique, a-t-elle murmuré, ses yeux parcourant mon costume sur mesure, mon apparence soignée et la montre de luxe à mon poignet. Je t'ai envoyé un email. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Marc, je suis tellement désolé. Brad a détruit ma vie. Il m'a tout pris. Je vois maintenant que ce que nous avions, ce que tu m'as donné, c'était le véritable amour. J'étais juste trop aveugle et immature pour le voir. Elle a fait un demi-pas en avant, baissant la voix à un registre désespéré et suppliant. Notre vie me manque. La sécurité que je ressentais avec toi me manque. Je ferai n'importe quoi pour retourner dans cette cuisine et retirer ces mots. S'il te plaît, pouvons-nous juste nous asseoir? Juste pour 10 minutes? Elle s'attendait à de la colère. Elle se préparait à ce que je m'emporte, que je lui jette ses erreurs au visage, que je lui crie dessus comme Brad l'aurait fait. Si je criais, cela signifiait que je tenais encore à elle. Cela signifiait qu'elle avait encore un crochet en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas froncé les sourcils. Je l'ai regardé avec le détachement poli et vide d'un homme qui refuse un prospectus dans la rue. Il n'y a rien à dire, Chloé, ai-je dit, ma voix douce et totalement dépourvue d'émotion. Tu voulais une vie différente, et tu l'as eue. Mais j'ai fait une erreur, a-t-elle sangloté, sa voix se brisant alors que quelques passants se tournaient pour regarder l'agitation. J'ai choisi le mauvais gars. Il a été terrible avec moi. J'ai regardé ma montre, ajustant ma manchette. J'ai croisé ses yeux remplis de larmes une dernière fois. Je suis content que tu aies retrouvé le chemin vers lui, ai-je dit doucement. Bonne chance avec le bail. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je l'ai contourné et me suis fondu dans le flux de la circulation de la mi-journée. Je n'ai pas regardé en arrière pour la voir, figée et pleurant sur le trottoir. Je n'en avais pas besoin. J'avais une réunion à 14 h, un rendez-vous à 19 h, et une vie qui était entièrement la mienne.